Juillet de l'an 330. 4 ans après les débuts de l'invasion de son territoire par un jeune roi ambitieux, Darius III est vaincu, trahi et laissé pour mort par les derniers de ses sujets. Pour le gros des troupes macédoniennes, l'objectif principal de leur conquête est enfin accompli. Malheureusement pour eux, Alexandre a encore de nombreux rêves de grandeur. Darius est mort, mais les lâches et les traîtres qui se sont retournés contre lui ont retrouvé leurs satrapies respectives, depuis lesquelles ils espèrent bien pouvoir tenir tête à Alexandre et à son armée. C'est notamment le cas de Bessos, en Bactriane. Celui-ci engage son peuple à se soulever en se faisant même nommer roi, ce qui lui permet de prendre le nom d'Artaxerxès. Dans sa lutte, il est rejoint par le félon Satibarzanès, satrape d'Arie, qu'Alexandre avait pourtant décidé de maintenir dans ses fonctions. Il ne peut tolérer une telle rébellion. Pire encore, en se proclamant comme nouveau grand roi, Bessos décide ouvertement de lui tenir tête. L'heure est donc de nouveau à la traque. Sur le chemin, Alexandre fonde une nouvelle cité, Alexandrie d'Arie, ce qui devient une habitude pour lui, mais c'est aussi et avant tout un moyen efficace de disposer d'un pied-à-terre sûr pour encadrer les différentes régions tombées sous sa coupe, en plus de faciliter le contrôle des différentes voies de communication essentielles à la réussite de ses projets. Lorsque l'hiver vient, les Macédoniens atteignent la cité de Kandahar où ils décident de s'installer. C'est à cette période que Satibarzanès est tué et que ses troupes battent en retraite, ce qui laisse Bessos sans allié de poids et totalement isolé. Au printemps de l'année suivante, la traque reprend. Alexandre atteint enfin la vallée de Kaboul. Le voyage est long, pénible et particulièrement dangereux. Bessos s'est quant à lui réfugié dans la vallée de l'Oxos, mais cette chasse s'étale au final sur près de 2 ans, empêchant le conquérant de poursuivre ses avancées militaires dans l'Est, car en attendant, il est forcé de se consacrer à Bessos, qui est désormais à sa portée, à la seule condition de parvenir à traverser le fleuve Oxos. Mais grâce à l'ingéniosité de ces hommes, cette tâche pourtant considérée comme impossible rencontre un franc succès. Ce qui suffit à totalement démoraliser les derniers hommes restés fidèles à Bessos, qui à leur tour décident de livrer leur leader à leurs ennemis. Bien décidé à punir son prétendu rival, Alexandre décide que Bessos doit comparaître nu et attaché devant lui. Quoi qu'il en soit, il est évidemment condamné à mort, et ce d'une façon particulièrement atroce, puisqu'il est dit que son corps aurait été attaché à 2 arbres courbés pour l'occasion, avant de leur faire subitement reprendre leur position naturelle, ce qui a des effets particulièrement violents que vous pouvez aisément imaginer. La suite du périple des Macédoniens n'est pas plus aisée pour autant. Ceux-ci sont confrontés à un environnement particulièrement difficile qui leur fait craindre des embuscades à chaque instant, et les peuplades qu'ils trouvent sur leur chemin sont nombreuses à les prendre pour cible. Pour éviter l'éventualité d'une révolte généralisée, Alexandre divise son armée et ordonne à ses généraux de s'en prendre à plusieurs cités ennemies pour imposer sa loi. Cratère est par exemple envoyé assiéger Syropolis, l'une des plus importantes, pour éviter qu'elle ne puisse venir en aide à ses voisines. Même si la situation globale est à l'avantage des Macédoniens, la menace imposée par les Scythes au nord se fait de plus en plus pressante. Alexandre, après une première victoire, décide de fonder Alexandrie d'Escate, qui marque d'une certaine manière les frontières entre le monde connu et celui qu'il leur reste à découvrir. Pour autant, les Scythes demeurent à la portée de son armée et multiplient les provocations. Le Macédonien, malgré les mauvais présages, décide de répondre à leur appel. Malheureusement, les choses ne se passent pas du tout comme prévu et touché par la maladie, Alexandre et ses hommes sont forcés de se replier. D'autant plus que la situation ne se présente guère mieux du côté de Marakanda, où Spitamen, un ancien fidèle de Bessos, tient tête à tous les hommes que le conquérant a pu lui envoyer.
Alexandre se rend donc sur place, ce qui suffit à faire fuir ses ennemis. Profitant de nouveau de l'hiver qui approche, le roi prend ses quartiers dans la Bactriane et en profite pour réorganiser totalement son armée. Ses généraux commencent à recruter des indigènes, tandis qu'il veille à s'entourer de nouveaux alliés. Profitant de ce répit, Alexandre met au point de nouvelles stratégies pour s'assurer de la défaite à venir de Spithamène. Pour cela, le roi a recours à des techniques de punition qui sont autant individuelles que collectives. Par exemple, il n'hésite pas à ordonner à ses hommes de mettre le feu aux campagnes et à massacrer les jeunes gens pour les punir des actions hostiles entreprises à l'encontre de ses troupes. Ces méthodes de terreur font rapidement leurs preuves, et la peur s'installe chez tous les paysans qui refusent désormais d'abriter l'armée de Spithamène. Toutefois, cette étude de la nouvelle stratégie mise en place par le conquérant nous permet aisément d'imaginer la frustration de ce dernier quant à la lenteur de sa progression, ainsi que de la crainte qu'il pouvait légitimement ressentir vis-à-vis de ses propres hommes qui pourraient aisément avoir l'envie de se révolter. C'est pour cela qu'en plus des massacres, Alexandre ajoute la prise d'otages à la longue liste de ses nouvelles méthodes. En effet, il ordonne expressément la levée de 30 000 jeunes gens dans ces nouvelles provinces qui seront amenés à le servir comme guerriers. Ceux-ci viennent renforcer son armée en plus de lui servir d'otages. Pour nuancer la chose et pour reprendre l'analyse fournie par l'historien Pierre Briand, il ne convient guère de porter un jugement moral sur les actions entreprises par Alexandre. Si l'existence des massacres n'est plus approuvée, il faut faire preuve de précaution tant les sources peuvent parfois se montrer contradictoires. De la même manière, nous ne sommes pas non plus dans une simple opposition entre des bons et des méchants. Mais Alexandre prend simplement ses décisions en fonction de celles prises par ses ennemis. Ceux qui se rendent volontairement ont donc la vie sauve, tandis que les autres prennent le risque d'être passés au fil de l'épée. Concernant le cas de Spithamène, l'histoire retient que celui-ci aurait fini par être assassiné par son épouse, ce qui, malgré l'horreur de l'acte, participe à rendre un grand service au roi macédonien. Les événements de l'an -328 nous sont encore aujourd'hui très peu connus. Il est fort probable qu'Alexandre en ait profité pour permettre à ses hommes d'obtenir un repos dûment mérité, mais sa méfiance à l'encontre de ses généraux les plus proches se renforce. Pour cela, il commence donc à les faire surveiller. Par ailleurs, il nous faut également revenir quelques années en arrière pour comprendre d'où vient la méfiance d'Alexandre vis-à-vis de ses proches. 2 ans plus tôt, peu de temps après la mort de Darius, un complot se trame à l'encontre d'Alexandre puisque l'un de ses hétaïrs se met en tête de l'assassiner. Cependant, l'information s'ébruite et atteint même les oreilles de Philotas, l'un des nombreux généraux du roi. Mais pas seulement, puisqu'il est également le fils de Parménion, l'un des principaux commandants militaires et surtout très proche d'Alexandre. Toutefois, Philotas ne prend pas au sérieux cette menace et n'en informe pas son seigneur. Dans un premier temps, Alexandre accepte l'explication de son général. Mais un autre, Cratère, persuade le roi que si Philotas n'a rien dit, c'est certainement parce qu'il est à la tête du dit complot. Au terme de leur échange, l'arrestation de Philotas est ordonnée. Un procès peut certes se tenir, l'accusé est envoyé à la torture pour qu'on lui arrache la vérité, et après de nombreux supplices, celui-ci ne tarde pas à avouer toutes sortes de choses qui permettent facilement à Alexandre de prononcer l'ultime sanction, la mort. L'exécution du jeune général émeut grandement la majorité des Macédoniens, et il y a fort à parier que sans les aveux de ce dernier, l'armée se serait sûrement soulevée contre un tel déni de justice. Mais en attendant, tous ont l'air d'accepter le jugement qui a été fait. Après cela, Alexandre s'empresse de réclamer la tête du père du condamné, la tête de Parménion, ce qui peut être fait en -330. Ces faux procès, qui sont orchestrés par Alexandre alors même que tous en connaissent déjà l'issue, révèlent un véritable changement dans le cœur et l'esprit du Macédonien qui tombe progressivement dans la peur des complots et qui le pousse à se méfier de tous les membres qui composent son entourage. Au printemps de l'année -328, Alexandre se lance à l'assaut du territoire occupé par les Sogdiens,
où il est accueilli par un certain Oxyartès, qui, après un premier combat, décide de se rendre auprès du souverain macédonien et devient par là même un fidèle allié, et le plus important reste encore à venir, car un mariage est organisé entre la fille de ce dernier, Roxane, qu'on qualifie à ce moment-là de plus grande beauté d'Asie. Progressivement, le grand projet d'Alexandre se révèle. Celui-ci rêve de fusionner tous les peuples tombés sous sa coupe, de faire d'eux une nouvelle civilisation hellénistique. Ce mariage avec Roxane revêt un caractère politique évident. Certains des camarades d'Alexandre acceptent également d'épouser des membres de la noblesse locale, et ces unions leur permettent d'obtenir la loyauté de l'aristocratie iranienne, qui voit en elle leur intention de s'ancrer durablement dans le fonctionnement du nouvel empire. En hiver de l'an -328, un nouvel événement tragique vient perturber les plans d'Alexandre, puisqu'en se laissant aller à sa colère, celui-ci vient transpercer à l'aide d'une lance l'un de ses plus fidèles compagnons, Kleitos, ce après une simple querelle qui les avait opposés. Ce geste malheureux nous permet encore de constater l'opposition que le roi peut rencontrer de la part de la haute noblesse macédonienne qui l'accompagnait pourtant depuis toujours et qui se montre de plus en plus déstabilisée par les agissements de leur seigneur qui, d'après leur dire, se comportent de moins en moins comme l'un des leurs. L'un des reproches adressés par Kleitos était que, conformément aux coutumes qui leur sont normalement propres, Alexandre ne devait pas être le seul à pouvoir profiter de la gloire des victoires militaires, et qu'elles étaient également du fait de tous les hommes qui composent son armée. Enfin, la dernière affaire intervient en l'an -327, lorsque le neveu d'Aristote, Callisthène, l'un des plus fidèles suivants d'Alexandre, ose prendre la parole à son encontre pour dénoncer le souhait de ce dernier de mettre en œuvre une pratique propre aux Perses, le proskinèse, qui consistait à ce que le roi soit salué par tous ses sujets en les obligeant à se prosterner contre la terre. En résumé, Alexandre souhaite imposer sa supériorité à tous ses sujets, une supériorité que tous doivent accepter en se prosternant devant sa personne. Pour les Perses, ce geste habituel d'obéissance envers un supérieur ne décrivait en rien une sorte de soumission divine. En revanche, du côté des Grecs ou des Macédoniens, la chose était tout autre. Ceux-ci identifient rapidement cette pratique comme une marque de la servilité orientale à laquelle ils avaient déjà pu être condamnés et soumis par le passé lors des invasions perses. De la même manière, la prosternation était normalement un hommage réservé uniquement aux dieux ou aux héros, et non pas aux vivants. Pour toutes ces raisons, Callisthène refuse de réaliser un tel hommage, ce qui pousse Alexandre à le condamner au fer pendant plusieurs années et éventuellement à sa crucifixion quelque temps plus tard. Par ce geste et toujours dans son souhait d'unir ses peuples, Alexandre espérait mettre tous ses sujets sur un même pied d'égalité, grecs comme iraniens. Mais le refus des Macédoniens de pratiquer un tel hommage nous prouve bien encore aujourd'hui qu'ils refusaient majoritairement de voir en les Iraniens ou les Perses autre chose que des vaincus et certainement pas des égaux. En dehors de la répression faite subir à Callisthène, Alexandre a apparemment la sagesse de ne pas insister et l'hommage n'est pas obligatoire pour les Macédoniens ou les Grecs qui composent sa suite. Quoi qu'il en soit, la situation s'est désormais apaisée et Alexandre peut de nouveau se laisser aller à ses grands rêves de conquête et tourner son regard vers une contrée qu'il désire explorer depuis fort longtemps, l'Inde. Ne cessant de se revendiquer comme héritier et descendant de personnages de légende tels qu'Héraclès ou même de dieux tels que Dionysos, il est logique qu'il se lance à l'assaut des territoires sur lesquels ses héros avaient eu une grande influence. Alexandre commence donc par y envoyer son plus proche ami Héphaïstion, ainsi que Perdiccas en avant-garde, afin d'assurer la bonne arrivée du plus gros de l'armée en l'an -326. Jusque-là, leur avancée a été périlleuse. Alexandre est lui-même blessé à de multiples reprises. Ptolémée, l'un de ses généraux, est quant à lui chargé de nombreuses opérations d'avant-garde ou de reconnaissance. Ils peuvent néanmoins compter sur l'appui du roi Taxile, dont la capitale se situe entre l'Indus et l'Hydaspe, pour leur apporter un nombre conséquent de ressources, aussi bien humaines que matérielles.
C'est ici qu'Alexandre peut prendre connaissance de l'existence de l'un de ses plus grands adversaires, le roi Poros, un homme qui dispose à ce moment-là d'une armée exceptionnelle qui lui fait d'ailleurs face sur l'autre rive de l'Hydaspe. L'Hydaspe est un fleuve qui le protège de toute forme d'attaque frontale, tant le franchissement de celui-ci semble inenvisageable. Pendant des jours, Alexandre prend son mal en patience et observe les mouvements de son ennemi à la recherche d'une faille. Celui-ci aurait même poussé des paysans locaux à aller dire à Poros qu'il était convaincu que le fleuve était trop profond pour être franchi, ce qui ne fait que renforcer la confiance du roi indien à ce sujet. Pourtant, Alexandre ne tarde pas à franchir lui-même le fleuve avec une troupe d'élite dans un secteur éloigné, et Poros en est bien sûr informé, mais après avoir constaté que le gros des forces macédoniennes lui faisait toujours face, il prend cette information à la légère et n'envoie qu'une petite escorte commandée par l'un de ses parents à la rencontre d'Alexandre, ce qui est une véritable erreur stratégique, car le groupe, trop peu nombreux, est balayé par la force macédonienne. Lorsque le véritable assaut est lancé, Alexandre se trouve sur la même rive que Poros, sans que celui-ci n'en soit encore conscient. Dans le même temps, Cratère, qui a été placé à la tête de la phalange, a de son côté l'ordre d'avancer par-delà l'Hydaspe pour attaquer de front si jamais leur ennemi devait se retourner contre le groupe d'Alexandre. Poros, quant à lui, a pu positionner sa cavalerie sur les flancs. Ses nombreux et puissants éléphants de guerre sont à l'avant de son infanterie. La présence de ces animaux à l'avant représente une menace nouvelle pour Alexandre qui ne peut pas espérer s'infiltrer dans la formation ennemie comme il a pu toujours le faire, d'autant plus que les éléphants terrifient les chevaux de ses hommes. Quoi qu'il en soit, la charge s'apprête tout de même à être lancée. Alexandre est persuadé de disposer de la meilleure cavalerie du monde, un excès de confiance qui ne sera pas loin de lui porter un énorme préjudice. Car entre-temps, Poros s'est aperçu de son erreur et a fait déplacer son armée. La bataille est dès lors lancée. Alexandre déploie une partie de sa cavalerie sous le commandement de Coenos, qui doit charger le flanc droit adverse lorsqu'il aura reçu le signal de son roi. Quant à Alexandre de son côté, il vise le flanc gauche et monopolise toute l'attention de Poros, qui renforce ce côté en dégarnissant son propre flanc droit. C'est le moment qu'attendait Alexandre. Coenos doit dès à présent charger puis contourner l'armée ennemie pour venir en aide à ses compagnons. Le piège a fonctionné à merveille et la cavalerie indienne est facilement vaincue. En attendant, la phalange macédonienne tient difficilement tête aux éléphants, mais grâce au renfort apporté par la cavalerie, l'armée de Poros est rapidement encerclée. Le roi indien est lui-même fait capturer au cours de la bataille et accepte de se rendre devant son ennemi. Alexandre tient là encore une victoire qui rentrerait vite dans la légende, tant il n'est pas passé loin de la catastrophe. Il a tout de même perdu une importante partie de son infanterie, soit environ près de 4000 loyaux soldats. L'autre événement important à retenir de la bataille est certainement la mort du fidèle destrier d'Alexandre, Bucéphale. En sa mémoire, le roi fait bâtir une nouvelle cité en ces lieux, Alexandrie Bucéphale. Concernant Poros et étant donné la reddition de ce dernier, Alexandre accepte de le rétablir sur son trône afin d'assurer la stabilité politique de la région. La route vers le reste de l'Inde leur est désormais totalement ouverte, mais le roi s'apprête maintenant à faire face à un problème qu'il a jusqu'ici toujours parvenu à repousser, le désir de ses hommes de rentrer chez eux. C'est donc ce que nous verrons dans le prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à la partager à vos amis. Ensuite, n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de la grande épopée d'Alexandre le Grand.